messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour ce numéro spécial Ramadan de votre émission C'est le week-end. Notre émission sera répartie sur plusieurs volets aujourd'hui, plusieurs volets socio-culturels. Ilia Ben Nasser reviendra plutôt sur l'actualité culturelle du moment et nous donnera l'essentiel des rendez-vous à ne pas rater et ainsi que les bons plans, non seulement à Alger, mais aussi dans quelques villes du pays. Siham Kenouch sera également parmi nous pour nous conter et nous raconter l'histoire d'un lieu, d'un vécu, d'un personnage aussi en relation avec le thème de société de chaque numéro. Cette semaine, elle a choisi de nous parler de l'approvisionnement El-Aoula, un sujet qui va d'ailleurs dans le sens de la thématique que nous avons choisi de développer avec vous. Il s'agit de notre consommation pendant le mois sacré de Ramadan et de comment doit-on nous comporter afin d'éviter le gaspillage, un phénomène qui va à l'encontre même des principes de l'islam et de ce mois sacré en l'occurrence. Je vous invite donc à suivre ce reportage de Nawal Abada et on se retrouve avec mon invité tout de suite après. Le mois de Ramadan, une période souvent assimilée à la consommation excessive. Les marchés sont pris d'assaut. Afin de bien garnir la table, l'on ne compte plus. Les porte-monnaies s'ouvrent, les petites bourses souffrent et le budget explose. Un peu plus que d'habitude, certainement. Ça, c'est certain. Parce qu'on a des envies, évidemment. Quand on jeûne, on a peut-être des fois envie de manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et puis quand on a des enfants aussi. Les gens attendent ce mois avec impatience et là, le budget est vraiment trop mal géré parce qu'on se fie aux tentations et on se retrouve par la suite à bout de souffle, quoi. Mais je trouve qu'il y a extravagance. Franchement, le budget de l'Algérien se fait ressentir en mauvais état pendant tout le mois. Voilà. Le mode de consommation, comme je l'ai déjà dit, les viandes blanches ou la rouge et les fruits, mais les légumes, je ne pense pas. Hein. Les gens ne consomment pratiquement pas de légumes en Ramadan. Hein. Les sucreries, évidemment, et voilà. Et automatiquement, les prix flambent. On déborde du budget. Même si on essaye de freiner, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On dépasse de beaucoup, parce qu'on a tendance à acheter plus de viande. C'est les viandes. On achète beaucoup de fruits, Ramadan, et c'est ça qui est cher en Algérie. C'est les viandes et les fruits, c'est pas les légumes. On ne consomme pas beaucoup de légumes Ramadan. C'est les fruits et les viandes que je trouve vraiment, il y a une grande exagération, on ne peut pas faire autrement. On reste dans le gaspillage. Ça dépend. Il y a des gens, oui, je dirais carrément, c'est du gaspillage. Vraiment, c'est désolant. Tu fais surtout le pain. Quand vous voyez la quantité de pain qu'achètent les gens, ils vont des dizaines de personnes. C'est devenu vraiment insoutenable, surtout Ramadan. Je suis partie acheter juste des épices. J'en ai eu pour 60 000 d'épices. 600 dinars d'épices. Quand vous voyez, c'est des choses que j'achète pas régulièrement, mais c'est Ramadan, on est obligé. Parfois, on a recours à l'endettement. À l'endettement ? À l'endettement, oui. Pas une forte somme, mais quand même, on a quand même recours à l'endettement. Fort heureusement, tout le monde ne cède pas à la tentation, car cela existe, bien que rare, des personnes qui, au contraire, trouvent en ce mois de Ramadan l'occasion de diminuer leurs dépenses. Pour le mois de Ramadan, rien ne change. Au contraire, c'est là où je fais mon bénéfice. Parce que je ne fais aucune exception. Ni je fais de l'excès, ni je fais chercher de la viande, ni je fais chercher quoi que ce soit. Je mange une fois par jour. C'est zéro dépense. Je ne consacre aucun budget spécial pour le Ramadan. Le Ramadan, c'est pour jeûner, alors je ne consacre aucune somme spécialement pour l'alimentation. Je consomme le plus normalement du monde. Arriver à se maîtriser, voilà un idéal que l'on gagnerait à atteindre. L'impact ne saurait être que positif, que ce soit sur le plan santé, budget et même régulation du marché. Voilà,
voilà, des images, enfin un très très beau reportage qui en dit long sur ce qui se passe sur ces premiers jours donc, de Ramadan et qui donne aussi envie, ça a donné envie à notre camérawoman Sissi. Avec moi, donc, Monsieur Mnouar qui est un habitué de notre émission, qui est un habitué des émissions où ça parle de consommation. Mnouar Hassan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sahar Ramadak. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de Ramadan. Avant de parler de ces campagnes, parce que vous venez jamais donc les mains vides, vous venez toujours nous voir avec des campagnes, des nouveautés. Et avec vous, on va parler de consommation et de gaspillage. Ouais. Et ça tombe très bien parce qu'avant de savoir qu'il y a eu cette campagne donc, de gaspillage, on voulait parler de gaspillage parce que c'est un peu le sujet de ces premiers jours. C'est pour tirer la sonnette d'alarme, de dire essayer de minimiser un petit peu ces dégâts par rapport au gaspillage. On revient pour parler avec vous, Monsieur Mnouar, de cette donc, campagne. Juste après, on a vu dans le sujet plusieurs avis. Les gens disent que voilà, pendant Ramadan, la consommation est en hausse. Il y en a qui disent qu'elle est revue en baisse. Quel est votre petit, j'allais dire, rapport? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire cette année? Quel est votre constat, voilà, sur le terrain? D'accord, merci d'abord. Et puis, Saham, comme à tous et à tout le monde. Le reportage il colle vraiment à la réalité de la société algérienne pour ces dernières années. Le ramadan a changé. Ce n'est plus le ramadan de la fin des années 90, début des années 2000. Où il y avait de la frénésie, il y avait beaucoup de pression sur les marchés. On ne voit plus les chaînes interminables devant les bouchers, devant les boulangers surtout. Ça a diminué, tant mieux. Donc, ça n'a pas disparu, mais ça a au moins diminué. Ça a diminué, c'est déjà pas mal. Oui, tant mieux. Donc ça avance, on avance. Oui. Mais on avance avec de très petits pas. Donc on devrait faire plus vite, on devrait faire mieux que ça. Parce qu'on est en pleine crise. Donc il y a une crise financière qui devait normalement nous faire changer nos comportements de consommation. Malheureusement, dans les grandes villes, dans les grandes cités, les choses ont évolué dans l'autre sens. C'est-à-dire on a constaté, donc cette année, pendant ces 2 premiers jours et pendant la semaine qui a précédé le ramadan, qu'il y a une surprécipitation sur les marchés, sur les commerçants, même sur les grandes surfaces. Les gens ils ont la peur des pénuries ou je ne sais pas quoi, donc ils se précipitent, ils se font des stocks, des réserves carrément. Mais et ces gens-là aussi font leurs courses pendant Ramadan. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, ils font d'abord ça parce que c'est une habitude, c'est une ancienne habitude, je dirais même ancestrale. Ils avaient toujours peur qu'il y avait des pénuries, il y avait un manque, alors que ces dernières années, il y a la disponibilité sur tous les produits, donc il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est resté comme ça dans les comportements. C'est un réflexe, un ancien réflexe. Et ce qui a fait cette pression, ce qui a fait qu'il y a eu une pression sur les commerçants. Donc il y a eu je dirais, un enlèvement de tous les produits en même temps, donc pendant les 2-3 premiers jours. Et ce qui a fait que les prix ont augmenté sur certains articles. Après, quand les prix augmentent, il y a une baisse du moral, du mental. Il y a une riposte aussi, oui, il y a une riposte, et puis les gens se plaignent, et puis d'autres commerçants en profitent pour faire de la spéculation. Et c'est la chaîne de la mauvaise consommation qui commence, c'est la chaîne du gaspillage, de la surconsommation, de l'inefficacité aussi, même bien de l'insuffisance, je dirais, du contrôle. Parce que quand il y a surconsommation, il y a beaucoup de commerces qui ouvrent spécialement pour le ramadan. Il y a des gens qui transforment leur activité juste pour le ramadan. Et puis les agents ne peuvent plus suivre. Nous, les associations, notre travail reste insuffisant parce qu'il y a beaucoup d'anomalies dans la consommation pendant ce mois sacré. Et malheureusement, comme vous l'avez bien dit, il y a ce grand problème du gaspillage. Alors justement, une estimation approximative selon une étude dit que voilà, les ménages dépassent approximativement de 50 à 60 000 dinars. C'est un budget qui est hors... donc, ce n'est pas le budget habituel de tous les jours. Tandis que, voilà, on l'a vu dans le reportage aussi, il y a des gens
qui, pendant Ramadan, font des économies. Bien sûr. Et leur budget est plus restreint, plus rationnel, plus... voilà, comment vous expliquez cela? Ça veut dire qu'on peut, quelque part. Absolument. Je dirais moi-même, je le fais. Je fais des économies pendant le Ramadan depuis des années. Donc c'est un mois où on mange moins. Oui. Donc si on est, si on est résiste, censé, oui, voilà, c'est censé être comme ça. Oui, si on est fort et on résiste, je dirais... à l'envie, normalement, le mois sacré du Ramadan, c'est pour faire des économies et pour la bourse et aussi pour la santé. C'est un peu difficile quand même. Oui, c'est difficile, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait être fort. Donc c'est pas donné à tout le monde et c'est pour cela fort comme Sissi. Elle est très forte. Oui, et c'est pour ça qu'on dit que les gens doivent apprendre quand même. Ils doivent être sages. Ils doivent pas, d'ailleurs, ils doivent pas manger avec les yeux. Ils doivent faire le marché le matin, tant qu'ils ont leur capacité. Parce que l'après-midi, ils ont faim, ils achètent n'importe quoi. Comme notre camérawoman qui a vu que l'ail, elle a pensé que c'était des champignons. Vous êtes d'accord? Vous en êtes témoin. Oui, je suis témoin. Et elle a juré de faire demain un plat avec des champignons. Voilà. Donc c'est voilà. Ouais. Elle est pas forte là, Sissi. Voilà. Donc pendant le Ramadan, logiquement, c'est pour reprendre sa santé et reprendre aussi sa trésorerie familiale. Oui, mais malheureusement, le budget de dépenses domestiques augmente pendant ce mois. Donc il y a même des familles qui font des économies toute l'année pour les dépenser pendant ce mois sacré. C'est malheureux. Les gens oublient qu'ils ont l'Eid juste après, donc au 30e jour. Ils oublient aussi qu'il y a les vacances qui arrivent, il y a les fêtes familiales, et puis il y a la rentrée scolaire, Eid al-Adha. Ils se retrouvent pénalisés. On a vu tout à l'heure, la dame a dit, on suffoque. Voilà, on suffoque à la fin. Oui. Il y a des gens qui s'endettent. Le Ramadan n'est pas là pour que les gens s'endettent. Le Ramadan est là pour justement être sage, pour apprendre à résister à l'envie. Commençons à résister à l'envie dans les marchés. Il ne faut pas trop tourner dans les marchés et pas trop regarder les friandises et les gâteaux. Il ne faudrait pas aussi écouter autour de soi ce que font les uns et les autres, les plats, comme notre caméra qui voudrait faire un plat de champignons. Parce qu'elle a juste... voilà. Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui vont faire la même chose, parce que ça leur donne envie. Oui. Donc il faudrait quand même qu'on résiste à ça. Et puis il y a un travail à faire aussi dans l'environnement, dans notre environnement de consommation. Donc à commencer par les autorités. On ne doit plus trop parler de consommation et d'approvisionnement du marché et des marchés occasionnels à cause du Ramadan. Donc au contraire, on devrait arriver à un moment ou à un temps où on ne parlera pas de consommation. Les médias aussi, malheureusement. Pendant tout le mois, on passe que des recettes de cuisine et on parle des plats traditionnels. Et ça donne envie, même les radios, même maintenant sur les journaux, on vend des recettes de cuisine. Ce qui fait que c'est tout le monde qui en parle et puis ça donne envie à tout le monde et ça entraîne à voir aussi les publicités qu'on a pendant le Ramadan. Il n'y a que ça, c'est-à-dire on voit rarement les publicités autres que la nourriture, autres que les boissons. Et voilà, et puis nous, en tant qu'association, nous sommes plusieurs, je dirais, à travailler dans ce sens pour que, lors de ce mois sacré, on penserait beaucoup plus au côté religieux, au repos physique, au repos mental, moral, le rapprochement à Dieu, etc. etc. On revient sur cette campagne, non au gaspillage. Alors vous avez élaboré une campagne qui touche un peu à tout. On a plutôt tendance à ce que vous parliez de gaspillage alimentaire, mais pas que, parce qu'il s'agit d'eau, de carburant, d'électricité, de gaz et de santé. Vous avez donc touché à plusieurs créneaux, hormis bien sûr le créneau alimentaire, on va revenir en parler tout à l'heure. Développons un peu cette campagne non au gaspillage sous toutes ses formes. Très bien, parce que justement on ne voudrait pas coller cette action de sensibilisation au sujet du gaspillage au Ramadan. On a commencé pendant le Ramadan parce qu'il y a un intérêt de tout le monde à ce volet. Mais c'est une campagne qui va durer 5 mois minimum. Donc on pourrait augmenter la durée tant qu'on a les moyens et tant qu'il y a de l'acceptabilité, de l'acceptation chez les consommateurs. Et on en profite pour parler des autres gaspillages, parce qu'en réalité, il y a le gaspillage alimentaire qui nous cause de vrais problèmes à nous et aux citoyens du monde. Parce que le problème va peut-être causer un de ces jours ou une de ces années un problème d'insécurité alimentaire. Donc on est en train de participer, on jette beaucoup de nourriture, que ce soit pendant le Ramadan ou bien on va en parler tout à l'heure, mais parlez-moi un petit peu de l'eau, du carburant, de l'électricité, du gaz et de la santé. La santé, on devrait commencer par ça. Alors, non au gaspillage par rapport à la santé. On commence par la santé, vous avez raison. Parce que justement, on vient de terminer notre campagne qui a duré 4 mois pour réduire le sucre, le sel et les matières grasses. Et on s'est
s'est dit que c'est une continuité parce que c'était un gaspillage de la santé. Donc le fait de ne pas bien manger, de ne pas entretenir sa santé, de ne pas faire d'activité physique, de ne pas faire un bilan de santé annuellement, de s'auto-médicaliser, tout ça, c'est des problèmes. Ça cause des problèmes à la santé et on gaspille notre santé. S'il faudrait vivre 100 ans, pourquoi gaspiller 10 ou 15 ou 20 ans? Parce qu'on a mal géré en ce adoptant volet. une alimentation saine et équilibrée, en pratiquant régulièrement une activité physique, en évitant le stress, en effectuant des bilans médicaux et en bannissant l'automédication. Oui. On doit ménager sa santé, on doit l'entretenir. Ça coûte très cher, ça coûte beaucoup plus cher que le pain et l'eau. La prévention, oui. La prévention. Et puis, quand on parle santé, il y a aussi le volet médicaments. On dépense beaucoup de médicaments. On consomme beaucoup de médicaments en Algérie. On avait toujours parlé du problème du packaging, donc l'emballage du médicament qui ne s'adapte pas aux prescriptions médicales en Algérie. Je donnerai l'exemple des antibiotiques. On prescrit toujours 8 jours, 1 gramme par exemple d'antibiotiques, mais c'est des paquets qu'on achète, soit de 7 jours ou 6 jours, bien, donc il faudrait 2 paquets, le reste on le jette. Au 8e jour. Et puis l'automédication, c'est un grand gaspillage. On achète toute une boîte de médicaments parce que j'en ai mal à la tête, et puis le reste, soit on le donne à d'autres, puis on le jette. Donc il y a un travail à faire sur ça. Comme il faudrait le faire aussi pour la santé, c'est tout à fait normal. Et puis il y a les autres domaines. L'eau, je donne toujours un exemple. En Algérie, on passe devant une fuite sur une voie publique, 7 ou 8 jours que ça fuit, on perd des milliers de litres par jour. Mais quand l'usager il passe, il voit en même temps que cette eau qui fuit, un petit bout de pain, il fait beaucoup plus attention, un petit bout de pain, il le ramasse, et il dit, regarde-moi les gens, ils jettent du pain, il le met à l'abri, il l'embrasse même, il le met à l'abri, mais il ne regarde pas l'eau. L'eau parce que... c'est du ressort du citoyen aussi. C'est pour ça que... Oui, bien justement, mais les citoyens doivent aller dénoncer ça. Quand on parle de lutte contre le gaspillage, notre campagne n'est pas destinée seulement pour les consommateurs, elle est destinée aussi pour les pouvoirs publics. Pour les entreprises, pour les opérateurs économiques. Donc les entreprises qui gèrent l'eau doivent vraiment faire encore plus d'efforts pour réduire les fuites ou bien les éliminer. À la maison, la même chose. Donc on doit d'abord commencer par faire une révision de notre installation. Ce qui est bien, c'est que dans nos écoles, on apprend à nos enfants les gestes-là. Oui, on ne parle pas beaucoup des gestes. On dit que maintenant, c'est tout le monde qui en parle. Même les imams dans les mosquées en parlent. Il ne faudrait pas trop laisser le robinet ouvert. Il faudrait rationaliser l'utilisation. Mais maintenant, la grande consommation, bien, le grand gaspillage d'eau chez nous, c'est des chasses d'eau. Vous savez, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, c'est 12 litres d'eau qui part. Et puis, il y a les fuites qui sont permanentes en général. Donc, on recommande à ce qu'il y ait du bon matériel, etc. etc. L'électricité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'électricité, un exemple aussi? Oui, bien sûr. Le grand exemple, c'est l'éclairage. Donc, on s'éclaire toujours en Algérie avec des lampes à incandescence qui consomment beaucoup, beaucoup d'électricité. C'est interdit dans certains pays. On devrait passer à la lampe LED. La LED, on consomme de 8 à 10 fois moins. Et puis, même si ça coûte cher, c'est un meilleur investissement. On récupère le coût d'une installation d'un logement F4 au bout de la première facture. Voilà, donc le reste, on aurait tous gagné 8 ou 10 fois moins de consommation. Ça, c'est très important, donc pour nous et pour l'État. N'utilisez pas le réfrigérateur comme lieu de stockage. Absolument, parce qu'il y a des gens qui mettent tout dans le réfrigérateur, ils rentrent du marché, ils mettent tout, même les boîtes de conserve. Ça, c'est un constat qu'on avait vu, parce que voilà, on se débarrasse de tout dans le réfrigérateur. Vous êtes vraiment parti dans le détail des ménagères, on va dire. On est obligé, parce que pour coller réellement à la réalité du comportement, parce que le gaspillage, c'est un problème de comportement. Donc, voir où c'est. Et on va aller plus loin, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'on est en train d'entamer, on va entamer une étude carrément sur ces comportements néfastes. Donc, la même chose, le choix du matériel électroménager, domestique. Il faut aller vers le A++ ou bien le A2+, pour le choix d'un réfrigérateur, un climatiseur. Le réglage aussi de ce matériel, pourquoi régler un réfrigérateur à 2-3 degrés alors qu'il est recommandé à 6 degrés. Ça nous fait gagner beaucoup d'argent au bout d'une année de consommation. Et aussi la même chose pour l'État.
parce que c'est subventionné. Donc voilà les conseils qu'on donne. Il y a aussi pour le gaz. Il y a le carburant. Oui, le carburant d'abord. Un petit mot sur le oui, carburant. Le carburant d'abord, nous en tant que consommateurs, on doit rationaliser nos déplacements. D'autant plus, ça j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que maintenant, surtout à Alger, même dans d'autres villes du pays, on bénéficie de ce qu'on appelle le transport en commun. Ce qui est Donc, on doit une véritable rationaliser. aubaine. On doit laisser de temps à autre sa voiture. On doit apprendre. Si c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. On doit quand même vulgariser ce nouveau mode de transport là où il existe, bien sûr. Aussi, un appel qui est fait aux opérateurs économiques qui font dans le montage des véhicules de doter un pourcentage de véhicules montés en Algérie en CIRGAZ. C'est un carburant qui est local, qui est national, et puis il n'est pas cher, et puis il est propre. Donc c'est une recommandation qu'on fait pour économiser le carburant. Le gaz. Le gaz, beaucoup d'Algériens, ils nous écoutent, ils nous regardent, ils laissent tout le temps de la veilleuse du chauffage. Maintenant, on est en début d'été. Oui. Ils vont quand même laisser le chauffage allumé parce qu'il y a de l'éteindre et de le réallumer au début d'hiver. Mais tout ce temps-là, ça va consommer du gaz parce qu'on est quand même presque 10 millions de foyers à utiliser cette veilleuse et ça fait quand même une grande flamme pour l'Algérie. Voilà, en vous écoutant parler, on pourrait faire des économies rien qu'avec des petits gestes au quotidien. Oui, je vais vous dire. À la maison. Absolument. Il y a même un calcul qui ne coûte rien. À vrai dire. Non, on peut aller plus loin. Il y a un calcul qui est en train de se faire, on va le déclarer officiellement. Si on arrive à éliminer, à éradiquer le gaspillage, on pourrait ne plus avoir besoin que le pétrole reprenne son prix initial. Déjà. Donc on pourrait faire face à notre vie, à notre quotidien, toujours avec des, ce qu'on a. Gestes simples. Juste en nourriture, on gaspille plus de 30%. Donc vous imaginez. Alors j'y arrive justement, le gaspillage alimentaire. Vous proposez une palette de solutions, à la ménagère notamment, à l'exemple de programmer les menus, planifier les achats, adapter les achats en rapport bien sûr avec les menus hebdomadaires, et bien sûr tout cela en prenant compte du goût de tout à chacun au sein du foyer. Ouais, c'est le meilleur plan, c'est la meilleure stratégie et c'est là où on devrait se former. Donc pour éviter de faire comme va faire demain notre cher ami, d'aller, voilà, elle avait envie des champignons, elle va acheter, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prévision de menu pour la semaine. Parce que quand on fait un plan menu, on sait de quoi on a besoin sur le marché. On a cette liste, on établit la liste des besoins et on achète ceux dont on a besoin. On n'est pas attiré par des produits dont on n'a pas besoin. Aussi, établir des menus qui sont variés, qui sont équilibrés, même pour notre santé. Parce que pour éviter de refaire la même chose et d'oublier de consommer des légumes ou toutes les sortes de légumes de la saison, on va au marché, on achète ce qu'on voit, ce qui brille, ce qui n'est pas cher, ou là où le vendeur a la meilleure voie, etc., etc. Donc, et à la fin, on se retrouve à dépenser beaucoup, à acheter des produits qu'on ne consomme pas et qu'on jette. On ne fait pas de menu, ça veut dire qu'on n'a rien programmé, donc tout ce qu'on prépare à la maison, tout ce qu'on a sous la main, on le fait. Et puis on a tendance à préparer pour plusieurs personnes à la maison, donc il y a plusieurs éléments qui commandent, et là, ça fait du gaspillage de tout, donc du gaz, électricité et l'alimentation. Oui, parce qu'après, c'est une chaîne. Ouais. Dites-moi, la campagne gaspillage alimentaire et non-gaspillage, elles sont toujours d'actualité et elles sont où? Où est-ce qu'on peut trouver ces campagnes-là? Ça a été lancé officiellement lors d'une conférence de presse qu'on a tenue le 16 mai, donc avant-hier, et on va commencer par les hypermarchés, donc les 3 qui sont ici sur Alger, et on va faire aussi Oran, Annaba, on va faire en fait 15 wilayas. Et ce ne sera pas que pendant le ramadan, donc on va le faire jusqu'au mois d'août. On s'arrête le 15 août jusqu'au mois d'octobre et on va reprendre dans les universités, les sites universitaires et les établissements scolaires et de formation professionnelle. Parce que c'est là aussi on a des jeunes qui n'ont aucune conscience de ce qui est gaspillage, pas gaspillage, on jette. Donc vous ciblez Donc on cible, oui. Notre travail se fait essentiellement avec les jeunes et les jeunes ils sont mieux... je dirais mieux préparé. C'est un beau canal pour faire passer oui, parce qu'on pense à cette génération future, à moyen terme et à long terme. Donc aux petits-enfants dans les écoles et aux universitaires qui vont être bientôt des responsables de famille, des responsables dans leur vie, dans leur travail. Monsieur Mnawar, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Al-Amen, l'association donc pour la protection du consommateur. Sahamdak encore une fois. Bon courage à vous pour toutes ces campagnes que vous menez et puis à très bientôt. Merci, donc moi je vous retrouve avec
avec Siham Kennouch pour continuer à parler de consommation, mais cette fois, elle va nous parler de l'approvisionnement, l'aoula, à la manière de Siham Kennouch. Avant, bien sûr, je vous propose de regarder ce sujet qui un petit peu nous emmène vers l'ambiance de Ramadan, les premiers jours. Ça se passe en France, à Paris, dans ce sujet de Afab El-Houchet. Comme partout dans le monde musulman, les magasins de pâtisserie et spécialités maghrébines ne désemplissent pas à Paris en ce premier jour de Ramadan, avec la particularité d'un choix couvrant au moins 3 pays du Maghreb pour satisfaire tous les palais. Ça dépend. الجزائرية تبيعها قلب اللوز والمحشي والملفاي والزلابية الحرشة والتوسي والبوفاريك خاصة اللي 100% جزائري والتوانسة يطلبوها الملفاي وكعك العمر وكعك الورقة وتوسكي des petits pièces light, on va dire ça, surtout les femmes. Une gourmandise exacerbée par les longues heures de jeûne, pas seulement car Ramadan est d'abord synonyme de spiritualité et de retrouvailles de famille. C'est pas jeûner que ne pas manger, boire, c'est aussi jeûner pour tout ce qui est pas bon en fait, et aider les autres, et penser aux autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours un manque du bled, et on essaye de créer une ambiance ici à Paris. J'ai des enfants, automatiquement tout le monde vient, ils sont mariés, mais tout le monde à la maison. Chaque Ramadan a هكذايا. Mais le repas à la maison n'est plus le seul choix offert. De plus en plus de traiteurs proposent, en plus des mets spécifiques à la table de ce mois, des menus Ramadan qui attirent une clientèle de plus en plus large. On va voir de tout, on va avoir, mais c'est vrai qu'on a plutôt des jeunes trentenaires à peu près, enfin disons entre 30-40 ans. Mais on a aussi des familles qui veulent changer du menu de la maison ou de la cuisine de maman ou de la mamie et donc qui veulent, pourquoi pas, s'offrir une soirée restaurant. Et malgré un choix riche en goût et en couleurs, ici comme à la maison, la shorba et qalb el-louz sont les maîtres de la table de Ramadan. Voilà, elle est là, elle est avec nous, Siham Kennouch. Donc, elle sera parmi nous dans l'émission C'est le week-end pendant tout le mois de Ramadan. On aura le plaisir de la retrouver. Bonjour Siham. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça va avec Ramadan? Donc ça va, troisième tranquille. jour, tranquille. Oh, bien. Tranquille, Allez. il fait beau, tant qu'il fait pas chaud. Tout à fait. On est bien, on est bien là, on est bien. Exactement. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'approvisionnement, donc l'aoula. Exactement. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes la spécialiste pour conter, raconter l'histoire d'un lieu, d'un personnage ou d'un phénomène. Aujourd'hui, vous avez donc choisi de nous parler de l'aoula à votre manière, à la Siham Kennouch, comme vous Très dites. bien, donc dites-moi donc à vous de choisir. Est-ce que vous voulez qu'on commence avec un conte, une histoire, ou est-ce que vous voulez que je vous parle du vêtement que je porte? Parce que On va les commencer deux, par le vêtement. Allez, on va commencer par le possibles, vêtement parce que j'imagine que les téléspectateurs se posent la question. Pourquoi Très Siham bien. est habillée aujourd'hui comme ça? Allez, on commence avec le vêtement. Au fait, c'est un vêtement, donc comme beaucoup de téléspectateurs le savent, c'est un vêtement qui vient du sud algérien. Beaucoup pensent que c'est mauritanien, que c'est Sahara occidental, etc. Mais bon, pas forcément. En fait, c'est une tenue qui est bien présente de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Hein. C'est véritablement les pays du Sahel qui portent ça. Je peux vous dire que c'est un tissu qui est Très léger et très froid, donc c'est climatisé pendant l'été. mais on voit, oui. Faut dire que c'est franchement, ça se sent. Oui, c'est léger, c'est très très froid et c'est rafraîchissant. Et en tout l'accessoire, cas. alors l'accessoire, ça y vient vu en tout cas. Oui, non, bah, écoutez, il fallait que je pose la question. Alors l'accessoire, en fait, c'est un porte-monnaie. D'accord. Voilà, on peut l'ouvrir et voilà, mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Ça peut être un porte-monnaie ou porte autre chose, porte-bonheur ou porte-amulette, comme était l'ancien temps. C'est fait à base de peau de chèvre. D'ailleurs, ça sent. Ça sent Ça encore. sent, ouais. Ça sent encore. Ouais, ça sent. Vous le sentez là? Voilà, ça sent. Ça sent. Parce que c'est tout nouveau. En fait, je l'ai ramené de mon dernier passage à Ain Salah. Et voilà, c'est une tenue que j'aime beaucoup, que j'aime porter, parce qu'en fait, ça fait habiller, il y a des couleurs. Et moi, je suis, vous savez, Wafa, je suis quelqu'un qui adore les couleurs. Du coup, à chaque fois que je suis au sud, on y va, j'en prends. Voilà. C'est
c'est des tenues qui ne se démodent jamais et on en a toujours besoin. Pour la conteuse, ça reste toujours quelque chose de bien c'est pour nous mettre spécial. dans le bain un peu, pour voilà. Exactement. Alors pourquoi justement je suis en cette tenue aujourd'hui? Parce moi que j'aurais parié que vous allez être dans un haïk. Je sais pas, parce que l'Aoula, pour moi, c'est un peu la mais c'est toute l'Algérie qui prépare l'Aoula, au fait. C'est toute J'aurais l'Algérie. parié. Heureusement que j'ai pas parié. Voilà. Non, c'est vrai. C'est toute l'Algérie. Alors pourquoi je le porte aujourd'hui? C'est parce que je reviens, il n'y a pas 10 jours, hein, j'étais à Insalah et je reviens justement d'une ville où il y a véritablement beaucoup de choses à faire et à préparer. Donc le conte, vous voulez que je vous raconte une histoire qui a une relation avec l'Aoula? D'accord. C'est un conte maghrébin qui est très 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 ancien. On dit qu'un jour un homme s'il n'avait pas assez d'argent, et il fut un temps où, enfin c'est toujours d'actualité, mais bon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'épouse pas la fille de quelqu'un. D'accord. Ah, c'est vraiment d'actualité. C'est l'actualité même. Je mens pas. C'est vraiment l'actualité. C'est toujours d'actualité. Très bien. C'est l'actualité. Ça a toujours été le cas. Donc c'est franchement voilà عندك كيف قالها الاخر لك انت صقيره عطيك صور تاع الصقيرين. Donc c'est la même chose, c'est dans la même logique. Alors Mskin, il va se marier avec une femme, on va dire pas idiote, simplée, naïve, bon, une femme, bon, il va trouver la femme de son voisin, il va la prendre comme femme. Et puis voilà Madar Shlham, et il commençait justement à partir vers le marché, faire des courses, ramener ce qu'on appelle l'Aoula. Donc il achetait tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est semoule, tout ce qui est blé, tout ce qui est par exemple dattes séchées, etc. pour justement préparer à Ramadan. Et à chaque fois qu'il ramenait ces choses-là à sa femme, il lui disait Haki khabbi Ramadan. Ça, c'est pour Ramadan. Et ils avaient une petite chambre. Donc, une petite chambre, une sorte de bianderie, de débarras, etc. Et à l'intérieur, on mettait toute cette fameuse Aoula. Donc, il y avait, on peut imaginer qu'il y avait du blé concassé, fric, tout ça à l'intérieur. Un jour, le bonhomme avait un bon trick, donc il avait un voyage. Il devait partir très très loin et il lui dit « Bon bah écoute, prends soin de la maison, prends soin des enfants, et voilà que je me dis نجيب لك عاولة واحدة أخرى. » D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, une nuit qui était bon, calme, il faisait beau, il y avait la lune qui brillait, la pleine lune, donc il faisait quand même clair. Normalement, j'aurais dû prévoir une chaise. Non, sérieux, c'est des tendances. J'aurais dû, la prochaine fois, je vais prévoir une chaise. Alors, il y avait quand même, je disais qu'il y avait des rayons lunaires qui... Hop, elle entend qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et oui, il y avait un voleur dans la maison. Elle arrive comme ça, étonnée, elle lui dit « Shkoun ta ?» Et le voleur était aussi simple qu'elle. Il lui dit « Anna, Ramadan ». Non, mais c'est au fait son prénom, Ramadan. Alors la bonne dame, elle lui dit « Ah, c'est vous, Ramadan, vous êtes arrivé. Allez, venez voir. J'ai tellement de choses pour vous que je cachais pour Ramadan. » Et hop, elle l'emmène directement vers la vianderie et elle ouvre les portes de la vianderie. Et la dame est là, et du fric, et des dattes, et du kda. Et là, oui, on a pris, il a mis son chameau, il a pris tous les sacs. Il dit « Au revoir, madame. » Il dit « Au revoir, Ramadan. C'était pour vous, hein? Moi je ne faisais que les cacher. » Très simple d'esprit. Voilà. Donc, au fait, il y a une morale. Parce que là, c'est une grande morale. À quoi ça sert de cacher? Du coup, que ce soit Ramadan un mois, ou 4 semaines, ou Ramadan être humain et rohou. Donc ils vont finir par partir. Ça sert à rien. Autant vivre le jour au jour. Donc là, je rejoins ce dont vous parlez tout à l'heure, les supermarchés, les marchés, etc. Le budget spécial pour Ramadan. Oui, moi je m'endette pour faire Ramadan. Bon, chacun vit comme il veut. Mais bon, la pauvre croyait que ce bonhomme était Ramadan et elle lui a tout donné. Voilà.
Voilà. Même pas fait rien du tout. Parce que c'est un rêve, en fait. Ça vient, ça part. On a tendance à en parler, mais finalement, on est au 3e jour. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Mais tout à fait. Voilà. Demain, ça va être l'Eid. Et on va se rendre compte que, mais finalement, d'ailleurs, j'ai lu j'ai vu quelque chose, un commentaire qui était assez bizarre, qui m'a fait rigoler d'ailleurs, qui dit نصوموا 15 ساعة ونشبعوا في 5 دقائق. On dirait chargeur تاع الصح شغل chargeur حريت Non mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange finalement? C'est ça. On mange avec nos yeux. Mais il faut savoir que le rituel de l'Aoula est quelque chose de primordial chez nous, les Maghrébins. Donc, c'est quelque chose qui est véritablement là, qui est partout en Algérie. Mais qu'est-ce qu'on prépare en premier, à votre avis? Dites-moi donc, Madame la Marquise Aya Qoli. En premier, qu'est-ce que Zama Djik Hakaya? Nous sommes en 1700. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Ah bah non, c'est toujours d'actualité. Le fric. Non, pas le fric et pas tmar. Non, nous sommes très loin de ça. Il n'y avait pas, c'est 10. C'est 1700. Non. Ah ouais, avec Du tout. Nous sommes très loin de là. Le couscous. Le blé. Ouais, mais non, j'ai dit la semoule. J'étais pas loin. Bah non, on parle pas de semoule, on parle pas de farine, on parle pas de fric. Parce qu'en fait, le blé, c'est... de blé. C'est vraiment la base de tout. Exactement. Donc il fallait conserver le blé et le conserver dans certaines conditions. Il faudrait qu'il soit bien loin de l'humidité, il faudrait qu'il soit loin de la lumière. Certains le conservent dans son épi. Et ça, c'est une ancienne tradition qui vient d'Égypte. Alors le premier à avoir conservé le blé dans ses épis, en fait, c'est Sayyidna Youssef. Lorsque Pharaon a fait le rêve, qu'ils allaient avoir cette année de sécheresse, de famine, etc. Alors Sayyidna Youssef a su conserver le grain de blé dans l'épi même. Donc c'est resté intact. Et du coup, c'est une tradition qui est restée, elle nous vient d'Égypte, elle est toujours là. Donc on peut conserver Fsboulabad. Donc il y a l'épi, il est là, et puis on garde donc le blé quand c'est dur, le smid, mouche farina. Donc le blé dur, ça se protège et ça se conserve à l'intérieur. Donc un mois et demi, 6 semaines avant Ramadan, on fait sortir le blé pour le concasser fin ou gros. Si c'est gros, c'est du mermez, voilà, avec la meule. Elle est énorme, alors j'en ai à dérer les bras. Avec la main, à dérer. Oui, non mais c'est vrai, elle est énorme. Mais elle est d'une efficacité. Oui. C'est-à-dire que tous les moulinettes là, c'est à jeter l'électricité, on n'a pas besoin. Alors si vous voulez moudre ça bien fin, ça va donner du fric. Sinon, ce qu'on appelle gig ou c'est très léger. Ça dépend de la région en fait, ça dépend comment on l'appelle en fait. C'est ça, le fric ou fric. Mais après le mdèche ou le mermez. D'accord, mais le mermez c'est un petit peu plus gros que le fric. Attention, il y a une différence. En fait, il y a une petite différence entre le mermez et le fric parce que pour préparer le fric, c'est juste concasser et rester comme ça. On dit que le mermez on met bito fil ben واحد الحكايه هكا pour que ça fasse. Il y a une autre préparation pour le mermez ou le cherchem enfin. Et c'est vrai que ça diffère d'une région à une autre. J'étais à Insalah. Alors, je ne sais pas si on peut voir mon petit reportage. C'est des filles qui ont fait préparer à Ramadan. Et à Insalah, il y a quelque chose de très spécial. Nous avons parlé de fric, de ina et de zbib avec Siam pour lui faire plaisir. Mais là, on va voir ce qu'on appelle le sfouf. Le sfouf, ce sont des dattes séchées, écrasées. Et c'est comme ça justement que Karine Salah, ce qu'on mange en premier, voilà ce que je veux dire. La rupture du jeûne. Avec ça. C'est ça. La rupture du jeûne se fait avec le klila, donc du lait séché avec du lait et le bechna et du maïs, et en même temps ce qu'on appelle sfouf. D'ailleurs, on voit le reportage, nous allons mieux comprendre. Très bien, allez-y. Donc on va la régie s'il vous plaît voir le reportage de Siam Kenouch qui nous emmène à Ain Salah. Les préparatifs du mois sacré de Ramadan rassemblent les filles de l'association Patrimoine de Ain Salah. Et c'est dans la cour d'une maison, par un après-midi, que nous les avons rencontrées. Pour la plupart d'entre nous, la rupture du jeûne se fait généralement par des dattes et du lait.
Pour les habitants de Ain Salah, c'est la même chose, à une différence près. Les dattes doivent être sèches. Elles sont écrasées, ensuite pilées dans un grand mortier en bois. Cela nous donne sfouf. On appelle ça sfouf. Les dattes doivent être véritablement sèches. Ça se mange au ramadan avec du lait. Ça se mange bien froid. La meule en pierre est lourde pour les mains fragiles de cette petite fille. La plus grande lui montre alors comment faire. Elle s'occupe de concasser le blé pour le célèbre fric prisé dans toute l'Algérie. Une fois le travail fini, un bon thé nous a été préparé à la traditionnelle, sur des braises, auxquelles on ajoute de l'encens. Une petite simulation de fête nous attendait. On voulait nous montrer l'habit que portera les petites filles appelées à jeûner pour la première fois. La fille doit porter le jawali et puis le khlala et puis cette grande doblona et puis la ceinture doit être verte, c'est un signe de fertilité, et puis aussi des bracelets et des bagues, des barrettes sur les cheveux. Les cheveux doivent être véritablement coiffés. Pour finir, la baqaï, le chant populaire féminin de la région. Tout le monde se donne à cœur joie. Le ramadan est aux portes. Voilà, donc le reportage de Sihem qui nous a donné, qui nous a transporté déjà à Ain Salah dans cette bonne ambiance. Oui, mais vraiment, autre ils ambiance. accueillent à Oui, Ramadan. oui. C'est la fête. Ouais. Ah, c'est la fête. D'ailleurs, on la voyait comment elle concassait déjà les dattes pour enlever le noyau. Il fallait bien les frapper avec une grosse pierre et c'est à la traditionnelle. La dame, elle utilisait une pierre. Ouais. Donc, il fallait les casser, enlever le noyau et puis les mettre dans ce grand mortier pour bien les piler. Et voilà, on se retrouve avec sfouf. C'est une poudre ou c'est véritablement... C'est fin, hein, c'est très très fin. Et puis c'est fou, c'est-à-dire qu'on prend avec une... Voilà, c'est pas. On prend tout simplement et on prend du lait. Alors le lait aussi, c'est une autre histoire parce que le lait, c'est le khlala, donc c'est du khlila plutôt, c'est du lait séché. Après, on ajoute du maïs blanc en poudre et c'est pas lourd. C'est pas lourd du tout, c'est riche en protéines en plus. C'est très très riche. Donc quand on commence comme ça, il y a des gens à Ain Salah, ils prennent donc sfouf بالكليلة. Et quand ils finissent, ils vont à la mosquée faire leur prière et c'est quand ils reviennent pour manger. Exactement. C'est tout un rituel. Ah non, ça bourre. C'est des dattes, quoi. Il y a du sucre, du fluor, il y a des vitamines, des minéraux. Renouveler son énergie exactement pendant toute la journée. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau. Et puis Ain Salah, c'est une région à découvrir. Les rituels sont toujours dans la profondeur de l'Algérie, sont purs. C'est d'une originalité. Exactement. Et ils y tiennent. Franchement, ils y tiennent. Alors, j'étais là-bas, donc Fichaben. J'étais là-bas, on m'a dit non, il ne faut pas partir. Il faut voir les préparatifs. Ils sont fiers aussi. Il y a de quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une relève. C'est les petites qui regardent les grands travailler. Et elles apprennent à le faire. Eux aussi, on a vu la petite fille qui était en train de moudre et concasser le blé. Ça se transmet de génération. Voilà. Et c'est ça. Donc, pour continuer en ce qui concerne l'Aoula, je voudrais parler du couscous. Parce que, bon, le couscous en lui-même, c'est un thème. Il faut dire que des couscous ici en Algérie... Voilà, il y en a plein. et voilà, dans chaque région, il y a un couscous spécifique à la région. Vous savez, une anecdote. Vous savez comment on appelle à Ain Salah? Vous savez comment on dit rouler le couscous? Non. Bon, mais le couscoussier, ça dépend des régions. Oui, mais toujours, c'est neftel. Oui, ok. Cela revient. Mais eux, en zennati, parce qu'ils parlent zennati, en fait, c'est un dialecte berbère. Voilà. Donc, eux, ils parlent tbarkish. J'ai adoré. Tbarkish.
Alors que nous, le berkouk, c'est le berkouk. Oui, voilà, mais ça eux, c'est c'est un peu ça. Exactement, nous rapprochons de berkouk, de un peu, berkouk, ouais, berkouk ou berkoukish. Voilà, parce que dans certaines À régions... l'est, on dit berkoukish. À l'ouest, on dit surtout berkoukish. D'accord. Et l'Aish, il y a le berkoukish aussi. Voilà. Ça En tout cas, si on revient au couscous, donc il y a plusieurs sortes de couscous. Et aussi, il fait partie de cette aoula, de ce. Le premier. C'est le premier. C'est le premier, voilà. parce qu'après, quand on a le blé, on peut en faire le fric et on peut faire le smid pour faire le couscous. Donc en fait, ce couscous-là se prépare et se conserve comme il a été préparé. Il y a le couscous, si vous voulez, moyen, fin, etc. On ne parle pas de ça. Mais je parle de couscous déjà préparé d'une certaine manière. Par exemple, dans la région de la Metija, la région de Blida, dans la région de Médéa, on a ce qu'on appelle le hammama. Le hammama, c'est un couscous roulé aux herbes. Et 99 herbes. Il est roulé avec en principal, donc nous avons l'antisque et nous avons aussi la lavande. L'antisque, c'est quoi? C'est drou. Ah, d'accord, qui m'a dit drou. D'accord. Donc il y a deux odeurs fortes, celle de l'antisque et celle donc de la lavande. Et on appelle ça le hammama. Donc c'est un couscous noir et qui est très fort et qui sent l'herbe. Déjà, il est roulé, préparé et puis stocké. À l'est algérien, notamment à Constantine, nous avons ce qu'on appelle mziyit. Alors mziyit, c'est un couscous qui sent le camembert, mais ne vous inquiétez pas, c'est très bon, hein, c'est délicieux. Qui sent le camembert de par sa façon d'être stocké. Parce que ça a été stocké et c'est la première chose à être stocké et du coup, ça prend un l'odeur certain... le renfermé Exactement. Donc c'est la dernière chose que... Pardon. Vous êtes sûr que c'est bon? Non, mais je vous assure que c'est bon. D'accord. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça a une certaine... à Constantine, on cuisine ça. Donc, il s'ahrobi, comme ça, avec de l'huile d'olive. Mais aussi, fissariliyam, si c'est pas Ramadan, on le prépare avec le kirsha, avec douara, etc. Oui, c'est bon. Hein, d'accord. Okay. Et puis aussi, nous avons toutes sortes de couscous dans la région de Tipaza, par exemple. Le couscous au gland, hein, ça, c'est franchement très, très bon. Donc, aimez-vous... Voilà, chaque région, on est gâté. Voilà, chaque région, même pour le couscous, on a chaque région comment elle prépare. Je fais question gastronomie, nous sommes les champions, nous sommes gâtés. Il faut juste savoir faire des économies en faisant là ou là, parce que ça, c'est un savoir-faire. Bah oui, parce que ça sert à rien d'acheter et de stocker à. Voilà, ça sert à rien. Vous avez compris? Voilà, donc là, vous êtes directement dans le compte. Je crois que j'ai fini, Wafa. C'est normalement, oui. On se retrouve, au plaisir de vous retrouver. En tout cas, c'était très agréable. C'est une ouverture sur un peu l'histoire, sur le patrimoine. Vous nous avez fait voyager aussi à travers votre tenue, à travers votre reportage et notre script. Alors, Seloum a tenu à vous remercier à sa manière en faisant la transition entre vous et le prochain plateau de Lilia Bonnasser avec cette chanson Tergui. Merci.
Voilà, donc elle est là. Vous m'avez gâché la surprise. Je voulais l'annoncer, Zahma, que c'est la première. C'est la deuxième fois que je la reçois. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. On était à Sidi Faraj et c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de la recevoir ici dans votre émission. Je tiens à vous le dire, on vous aime beaucoup. Notre script passe toujours vos clips et donc c'est un plaisir de vous recevoir et de recevoir ma collègue donc Lilia Ben Nasser qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous annoncer. Alors chaque semaine, elle sera avec nous les bons plans avec ses invités, tout ce qui est événement culturel. Ça sera Lilia Ben Nasser. Merci. Alors Lilia, aujourd'hui, vous êtes accompagnée de la grande Lilia Borsali pour annoncer. Lilia Borsali, puisque Lilia Borsali fait l'actualité des premières soirées du mois de Ramadan, on va dire. Et avant de donner les rendez-vous, ici, chaque samedi après-midi en direct pour les téléspectateurs, pour les soirées à ne pas rater toute la semaine ainsi que le week-end, nous allons commencer par Lilia Borsali. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, la soirée inaugurative du mois sacré de Ramadan va se passer au Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtarzi le 25. Exactement. Oui, alors, bonsoir et Zahar Ramadankom et merci pour l'invitation. Et comme vous l'avez précisé, donc le premier concert aura lieu au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi, pardon. C'est Ramadan. C'est les premiers jours. On vous l'accorde. Voilà, et donc on présentera un thème qu'on a appelé Si Tlemcen m'était compté. Donc en fait, nous, on a habitué les gens à chaque fois à avoir un thème différent. Et cette fois-ci, c'est la première fois en fait que je vais vraiment consacrer un concert à Tlemcen. C'était important pour moi aussi de le faire à Alger. Ça avait plus de goût de le faire à Alger que de le faire à Tlemcen. Et puis donc après, il y aura le 26, ça sera à Tizi Ouzou. On partira à Tizi Ouzou, au théâtre de Tizi Ouzou. Une petite tournée qui se prépare, on va dire. Exactement. Pendant le mois sacré de Ramadan. Et c'est un concert en collaboration avec donc la direction de la culture de Tizi Ouzou et le théâtre de Tizi Ouzou. On présentera un spectacle qu'on a déjà présenté à Alger plusieurs fois. Il était une fois à Grenade. C'est vraiment un spectacle avec lequel on a beaucoup tourné et on voulait le présenter aussi dans d'autres villes. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire à Tizi Ouzou, donc on voulait en profiter. Et puis, je ne sais pas si je dois continuer. Oui, donc on revient au concert Si Tlemcen m'était compté. Donc une espèce d'immersion dans votre ville natale, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, mais je vais raconter Tlemcen à travers des textes d'écrivains, à travers des contes comme Roh el-Ghrib par exemple, le texte de Roh el-Ghrib qui parle donc du Hawfi, ce chant féminin. On va parler de Ben Sehla. Disons qu'on va raconter Tlemcen de différentes manières, en parlant des lieux, mais aussi des poètes, des légendes qui caractérisent ma ville, donc Tlemcen. Voilà, donc ça va être une petite balade à travers les textes et les contes. Ok, nous allons revenir aussi à votre ancien album que vous avez présenté un petit peu partout et là vous comptez le présenter pendant le mois sacré de Ramadan dans la ville de Tizi Ouzou. Vous vous êtes lancé dans le court-métrage. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors à Tizi Ouzou, attention, je ne présente pas Pour l'espoir, c'est un autre spectacle. Alors le court-métrage, c'était une chanson donc, de l'album Pour l'espoir. C'est un court-métrage qui met en image une chanson qui s'appelle Khaliouni Nahwa, Laissez-moi aimer. Et ce court-métrage a été fait par M. Belkacem Hadjadj, qui n'est plus à présenter. Voilà, donc c'était une première expérience pour moi. Je ne voulais pas le moule d'un clip parce que vraiment la chanson ne rentrait pas dans le moule d'un clip. C'était vraiment une véritable histoire qu'on racontait à travers tout l'album. Donc je voulais que ça soit un court métrage plutôt. C'était une expérience extraordinaire. Je suis rentrée dans le monde du cinéma. Tout à fait. Et, première expérience pour vraiment vous. Première expérience et pas des moindres puisque j'ai eu cet honneur et ce plaisir de collaborer avec une grande personne comme M. Belkacem Hadjadj. Et puis voilà, donc ça a accompagné en fait la sortie de mon album Pour l'espoir. Et il y a eu aussi le spectacle, donc en fait on raconte ces deux histoires d'amour impossible, une qui se passe du temps de l'Andalousie et une autre qui se passe à Alger. Et voilà, en fait on remarque que les jugements et les préjugés se répètent, même si c'est deux époques différentes. Et en fait c'est un questionnement, c'est une manière de donner une réflexion à tout cela et puis de dire qu'on est tous pareils et qu'on doit accepter la différence et de ne pas juger les gens dans leur choix de vie
Voilà, en fait, c'est ça le message qui en fait, c'est un album qui prône beaucoup de valeurs, l'amour, accepter l'autre, ainsi que la paix, vivre en paix, qui est un thème d'actualité. Nous venons de fêter la journée internationale donc, du vivre ensemble en paix, proposée par l'Algérie. Exactement, ce n'était pas fait. 16... Oui, voilà. C'était pas fait exprès, vraiment. Et le hasard fait bien les choses. Oui, on est heureux de nous voir vraiment dans l'actualité. Exactement. Ça a été vraiment... C'est là qu'on dit, bon, Nia. Oui, le hasard ça a été vraiment très agréable pour nous de se sentir dans le mouvement de l'actualité, etc. Donc voilà, on est très contents. Effectivement, c'est vrai, essentiellement le message qui en découle. L'amour, le savoir. Moi, je dis le savoir vivre ensemble. Exactement. Et voilà. Vivre en paix avec soi-même déjà. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc, on va revenir avant de finir à la soirée du 25. Donc, côté Anna, qu'est-ce que vous proposerez à vos fans qui sont nombreux à nous regarder en ce moment? J'ai qu'une seule proposition, c'est qu'ils viennent nous voir. Tout à fait, j'espère, mais je pense que voilà, le répertoire est tellement riche, ce serait bien que vous nous spécifiez un petit peu le programme. Lila, en plus, Lila Borsali change tout le temps de... Voilà, donc elle ne présente jamais la même chose 2 fois de suite, ça c'est clair. C'est important, c'est important en fait d'innover, à chaque fois proposer autre chose, proposer du nouveau, des choses nouvelles au public. On a dû refaire des fois des spectacles parce que les gens les demandaient. Mais sinon, là par exemple pour Ramadan, on a 4 dates à Alger. On fait 4 thèmes différents pour que les gens puissent à chaque fois découvrir quelque chose de différent et qu'ils ne se disent pas, bon, on va encore revoir. Vraiment, et quand je dis 4 choses différentes, c'est 4 univers différents. C'est-à-dire qu'on les ramène pour voyager avec nous, pour vivre des sensations différentes à chaque fois. Et voilà, donc je pense que c'est ça le rôle d'un artiste, c'est de faire voyager les gens qui viennent l'applaudir. Et lui faire découvrir aussi le répertoire riche de notre patrimoine. Évidemment. Tout le travail. Oui, tout le travail est basé sur ça, c'est faire découvrir de nouvelles choses, des choses qu'ils connaissaient, mais de différentes manières aussi. On peut réinterpréter les choses de différentes manières, réinventer des morceaux qui sont très très connus. Voilà. Et puis, donc, le rendez-vous est pris le 25 à partir de 22h au Théâtre National Algérien. Nous allons parler de l'actualité aussi, du mois sacré de Ramadan. Quelles sont les traditions ou coutumes que vous ne retrouvez pas ici à Alger par rapport à des choses que vous faisiez quand vous étiez jeune, à Tlemcen? Est-ce que ça change beaucoup ou pas, culinaire Non, on n'est pas... En fait, vous savez, quand vous voyagez au final, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de différence. On est vraiment semblables. Après, ce qui me manque évidemment ici à Alger, c'est l'ambiance familiale. Ça, c'est sûr que c'est... Mais ça, peu importe où je vais, c'est la même chose. Quand j'habitais en France, c'était encore pire. J'avais même pas cette ambiance de Ramadan. Mais disons que moi j'adore Alger. Donc je peux pas vous dire que je suis mieux à Alger ou à Alger. Vous ne vous sentez pas dépaysée. C'est énorme. C'est déjà bien. Même à Alger. Et j'ai mes repères. Même si, évidemment, ma famille me manque. C'est normal. Et donc, vous avez gardé la même chose, le même train d'organisation à Alger. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est pris pour tous ceux qui nous regardent. Donc, le 25 à partir de 22h au Théâtre National. Et puis, une petite tournée se prépare tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Et bien sûr, vous allez vous occuper de ça. Toutes les samedis, on va donner tous les rendez-vous des spectacles, notamment de Lila Borsali. Très bien, donc je vous invite à rester avec nous. Nous allons faire un petit peu le tour de l'actualité culturelle de la semaine ainsi que du week-end. Pour ceux qui nous regardent, et commencer par les expositions du côté de la galerie Zouart. C'est Jahida Houadef qui expose actuellement, et ce jusqu'au 24 mai. L'exposition est intitulée Pacte avec la lumière, des œuvres colorées et réalistes, une véritable osmose entre la lumière et le personnage. Une belle exposition à découvrir absolument du côté de la galerie Azouart. Et puis une autre exposition dédiée à la route de la soie et à la route des épices se tient actuellement au Palais des Raïs, organisé par la Fondation Zafira Yassef et le Bastion 23. Soyez au rendez-vous. Nous poursuivons avec le 7e art où les nuits du cinéma sont de retour pour ce mois sacré de Ramadan. Plusieurs projections sont prévues du 18 mai au 16 juin au Théâtre de Verdure. La Défilicie, on constate une même organisation. Pour cette 3e édition, une projection prévue à 22h et une autre à partir de minuit. La première, film d'animation consacré aux enfants. Quant à la deuxième, elle
elle verra la projection de grandes réalisations cinématographiques internationales. Voilà pour le cinéma. Une virée du côté d'Oran. Plusieurs soirées sont prévues tout au long du mois sacré de Ramadan, et puis du théâtre avec l'association LML qui propose plusieurs pièces théâtrales tout au long de Ramadan. Donc plusieurs pièces à partir de 22h au théâtre régional d'Oran ainsi qu'au niveau du petit théâtre de cette association. Un riche programme est également prévu du côté de l'Opéra d'Alger du 23 au 27 mai. Il s'agit de Afro Circus, itinéraire d'un continent africain. Acrobatie, contorsion, danse et show clownesque sont prévus. La troupe conjugue des expressions traditionnelles du cirque africain avec celles du cirque contemporain. De belles soirées à ne pas rater du côté de l'Opéra d'Alger. Et puis pour finir, 2 concerts à ne pas rater. Le premier, c'est Leila et Amara qui sera ce soir du côté de Tizi Ouzou au théâtre régional de Tizi Ouzou, et puis au théâtre Kateb Yassine plus exactement. Et puis du côté d'Oran, vous avez rendez-vous avec Abdelkader Secteur pour son one-man show le 25 à 22h. Il remontera sur scène pour présenter son nouveau one-man show intitulé Salam alaikum, l'occasion pour moi de vous dire salam alaikum et sahatorkum. Ne partez pas encore, j'ai une question à vous poser, puisque l'émission aujourd'hui, le thème le thème de société, c'était l'approvisionnement. Oui. On va commencer avec notre invité. Est-ce que l'approvisionnement, vous le faites, Lila? Non. Non. Pourquoi? Non. Parce que vous c'est au fur et à mesure? Au fur et à mesure. Vous n'achetez rien en stock, vous mettez comme ça? Alors, il y a juste une chose que des fois je peux stocker, mais ça, c'est une question, pas parce que c'est pratique, c'est la base de la soupe. Là, je la mets au congélateur, mais ça je le fais à l'avance. La base de la soupe, expliquez-moi. Pour faire la harira, il faut faire d'abord une base, et après, donc la base, je la stocke dans le congélateur. Mais sinon, tout le reste... Vous achetez au fur et à mesure? J'achète au fur et à mesure, et voilà, c'est mieux. Lilia? Pareil, franchement, j'achète au jour le jour. Je n'ai jamais été faire des courses avant Ramadan pour faire un stock et tout. Donc, franchement, pas de stock chez moi. Il n'y a que moi qui fais l'approvisionnement. Mon mari un peu plus. Il me dit, ouais, t'aurais dû. Mais moi, pas du tout. Voilà, t'aurais dû. Et donc, vous ne préparez pas de menu au préalable. C'est vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger, demain, qu'est-ce qu'on va préparer. À part la soupe, c'est vraiment à l'avance. C'est un gain de temps. Voilà, c'est ça. C'est plus pour j'imagine que quand ça marine plus, ça a plus de saveur. Non, c'est pas vraiment par souci de temps et d'organisation. D'accord. Et puis bon, comme on a les répétitions, les concerts, etc. Donc il faut que je m'organise de manière à ce que ça soit plus facile. Très bien. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans poser la question. Merci beaucoup, Lila Boursaleh, de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Lilia, merci. C'est un plaisir d'avoir collaboré avec vous aujourd'hui. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Très bien. Donc à vous qui nous regardez, juste temps pour moi de recevoir mon dernier invité, puisque c'est un collègue aussi. Il s'agit de Halim Maouchi qui vient faire sa télé ici même dans cette émission. Donc c'est le week-end, juste après ceci. Ces images ne sont pas tirées d'un film d'horreur, c'est juste des scènes créées pour le nouveau jeu intitulé Alger Peur. Le gérant a bien voulu nous laisser filmer en exclusivité une scène de ce labyrinthe de la peur. Avec fierté, je peux vous dire qu'on a tout fait nous-mêmes. On a une bonne équipe donc, de menuisiers, d'électriciens, de plombiers qui a travaillé au décor, qui ont fait des recherches sur Internet. On a passé de longues heures à regarder des vidéos sur Internet, à regarder des images de jeux vidéo, de films. Et on s'est inspiré et on a mis à notre sauce un peu les décors. Voilà. Et ce que vous avez filmé, c'est vraiment une toute petite partie, mais c'est une exclusivité, comme vous l'avez dit, c'est une exclusivité pour Canal Algérie. Installé sur 600 mètres carrés, Alger Peur se présente sous forme d'un labyrinthe où vous êtes enfermé pendant 45 minutes, sans portable, sans éclairage. Vous déambulerez dans un dédale de pièces plongé dans le noir, avec en prime plusieurs acteurs déguisés qui vous feront vraiment peur. Alger Peur, c'est un spectacle. On peut considérer ça comme du théâtre, c'est du spectacle vivant. Où au lieu d'être assis en tant que spectateur et de regarder un spectacle, eh ben, le spectateur va se déplacer d'une scène à l'autre
et il va rencontrer les acteurs dans chacune des scènes qui vont lui faire peur, lui raconter des histoires terrifiantes ou bien lui partager une énigme ou une devinette terrifiante. Une musique à vous glacer le sang et un décor digne d'un grand film d'épouvante. Sachez que tout au long du parcours, il y aura un scénario avec des acteurs et des effets spéciaux qui vont vous surprendre. On a deux catégories d'acteurs. On a des acteurs qui ont déjà fait l'école de théâtre, l'ISMAS, à Fort-de-Lou, à Burj El Ghifan, et on est très fiers de les accueillir parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils ont une expérience professionnelle et c'est eux qui nous apportent de leur expérience. Et on a une deuxième catégorie d'acteurs, ce sont des acteurs qui sont complètement fous, qui ont joué aux jeux vidéo, qui regardent des films d'horreur et qui aiment cette ambiance lugubre et d'horreur. Voilà. L'ouverture du lieu est prévue le 27 mai en soirée. Avis donc aux adeptes de sensations fortes et de grands frissons. Réservez dès maintenant sur la page Alger Peur. Un seul conseil, ayez du sang-froid. خفتانة. Qu'est-ce que tu fais ça, mec? Passer après un truc comme ça, franchement, je suis bien servi. Vous faites ma télé à moi? Bah, c'est oui. Ça? Je fais ta télé à toi ouais. aujourd'hui. Oui, voilà. Donc je la télé à toi, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, Sahar Mdanek. Halim, juste pour rappeler que ce qu'on vient de voir, donc Alger la peur, c'est à la piscine d'Aquaforland que ça se passe, à Burj El Ghifan, que c'est un nouveau jeu pour enfants, oui, bon, 14 ans et plus, et c'est un labyrinthe pour plonger justement dans ce mois, un concept plutôt scénarisé d'acteurs, ça se compose d'acteurs, de lumière, de son, pour faire peur durant le mois de Ramadan. Donc c'est un nouveau concept, Yani. Et pendant que le sujet passait, Halim me disait, c'est comme si on n'avait pas assez peur. De quoi? Des prêts. Non, de quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi, Halim? Dites-moi, vous faites ma télé à moi et vous avez peur? Non, t'inquiète. Je suis rassuré. Oui, j'ai oublié. On peut se tutoyer, nous, on est collègues. Ça la fout mal après. Moi-même, mes invités, je les tutoie. Hein. Tu sais, c'est la nouvelle tendance. Ouais, j'essaye de mettre mes invités à l'aise, sauf quand il s'agit de personnalités comme Mustafa Al-Arfaoui. J'ai eu du mal, il m'a vu. Oui, il y a des gens avec lesquels on ne peut pas réellement. Le gars, franchement, c'était une sommité. Et puis, à 85 ans, je me vois mal le tutoyer. Voilà. Mais sinon, j'essaye de mettre mes invités à l'aise. Parmi eux, Madame Lila Borsali, que j'ai reçue avec beaucoup de plaisir dans ma télé. Oui, d'accord. On a passé un bon moment avec elle, c'était très sympa, franchement. Elle est très très sympathique, en fait, et puis elle répond à nos invitations, il faut dire ce qu'il en est sur Canal Algérie. C'est pas toujours le cas. Tout à fait, on sait de quoi on parle. Dites-moi, je fait comme Dan avant de parler de ton émission. Franchement, ça se passe très bien. On est au 3e jour. Et puis, comme il fait assez frais, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un printemps pareil. Et puis, quand je parle de fraîcheur, je ne parle pas de toi, de moi et des gens qui travaillent dans les bureaux avec la clim et tout. Moi, je parle des gens qui travaillent dans les champs parce qu'ils labourent leur terre ou ils cultivent des trucs. Ou des gens qui sont sur les chantiers aussi, de bâtiments. Qui commencent très tôt. Même avant Mais sinon, tu n'as pas intérêt de chier, franchement. Non, ça va. Voilà. Non, vous m'avez posez-moi la question comment ça se passe avec Ramadan. Tu te remets à me vous voyez. Non, pardon. Pose-moi la question comment ça se passe. Très bien, ça se voit, non? Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit, j'ai pas faim. En plus, c'est en direct. J'ai pas soif. C'est en direct, donc tu ne triches pas. Franchement, ça se passe très bien. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un Du tout. Dire ma télé à moi, c'est le week-end et tout. Alors, dis-moi, Halim, ma télé à moi, c'était toute l'année. Oui. Vous avez fait tu as fait une saison et aujourd'hui tu reviens avec un nouveau concept comme nous tous par rapport à nos émissions adaptées à Ramadan. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as rajouté? Quelles sont les touches que tu as données? Parle-moi un petit peu de... Franchement, pas grand-chose. Ma télé à moi reste ma télé à moi. Sauf que on a beau se dire non, il faut que Ramadan, il faut pas changer. Si, on change parce que Ramadan reste un mois particulier, qu'on le veuille ou pas. Du coup, je me suis dit... Il faut adapter peut-être le programme aux téléspectateurs. Je me suis dit Ramadan, c'est plutôt le qadat, hein, c'est plus gsarat et tout. Donc j'ai essayé de proposer des
qa'dat, pas une émission avec un seul invité pour essayer de revoir avec lui son parcours et certaines choses. C'est une sorte de qa'da avec 2, parfois 3 invités, avec des programmes qu'ils n'ont pas forcément choisis. C'est plutôt des chansons sha'bi parce que, comme l'a si bien dit Kamel Saoudi, il a dit à un certain moment, sha'bi c'est comme le qalbilouz et tout. On ne s'en rappelle que pendant le mois de Ramadan. Donc c'est plutôt du sha'bi. Quand on dit sha'bi, pas sha'bi algérois, hein, ça peut être de l'oranais, ça peut être du constantinois, du annabi et tout. Donc j'ai proposé du sha'bi et puis des séquences un peu drôles parce que c'est vrai que faire Ramadan, le soir, on a envie de rigoler un peu. Pas plus que ça. Sinon, ça reste une qa'da. Voilà, et c'est toujours les mercredis, ça passait, non? Non, ça va être les mardis. Les mardis. On regarde le petit lancement que vous avez fait? Bien sûr. Et on revient après? Vous avez fait. Seulement nous sépare du mois de Ramadan. Et oui, déjà, et je suis sûr que c'est une véritable course contre la montre pour vous, pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour bien accueillir ce mois et le passer dans les meilleures conditions. Eh bien, c'est le cas pour nous aussi. Nous faisons de notre mieux pour trouver les bons ingrédients, pour vous concocter les meilleurs programmes qui vous permettront de passer un agréable Ramadan en notre compagnie. Salam alaikum, shahiyya tayyibah, kuntu fina ya habaib, wahshinni qawi 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 wal nabi ya nas. قد ايه بنحبكم حتضحكوا معانا تضحكوا هاي العيشه ما نجوبش العين يا اخويا كل بلوط يعني بلوط انا نحب الهندي ما نحبش ناكل القطايف ولا كل حشيش البويرات ماشي تعاود انا غادي نسال البويرات حتى كل ديول هكذا يا غادي يوجعوك سي با لازم اللحيمه لازم ولاد الجاد ولا بطل باش تفطر باش في الليل ما تهترمش. Matéli à moi sera donc là pour vous servir durant ce mois sacré. Saham Danko. Voilà, donc, c'est un lancement qui traduit un peu l'esprit de Matéli à moi pendant le Madame Dan. Tu as vu, c'est plus sur Qa'da. Et justement, le Qa'da, ça fait partie un peu de la culture de Halil? Oui, moi, je sais pas, dans le lancement, tu vois à peu près Ami Morad, avec Miskoud, Arbi Shafir, qu'on salue, et que j'aurais voulu avoir cette année, mais il est un peu fatigué, donc on le salue quand même. Vous l'aviez déjà eu? Je regrette ces Qa'dat. Je l'ai eu dans une autre émission. En attendant le Maghreb. Oui, voilà, j'ai été le voir, et j'étais content de le revoir parce que il va de mieux en mieux. Et c'est tant mieux. Tu as vu, moi je suis tes émissions. Je sais qui tu es. Moi tu aussi, as invité Chko. Moi aussi, je suis tes émissions. Heureusement. On est bien d'accord. Non. Mais je vais te dire, à côté émission Fermnal, moi franchement, si on me laissait le choix, je pense que j'aurais pas proposé d'émission pendant le Madame Nal. Pourquoi? Tu connais à peu près le système de la pollution lumineuse ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire il y a tellement de lumière. Je vais te dire. On est à 5 heures de... Quand on est en ville, il y a tellement de lumière que tu n'arrives plus à voir les étoiles. Oui, ça, oui. Pour moi, c'est la même chose pendant le Madame Dan. Il y a tellement d'émissions. Mais on est bien d'accord que chaque émission a la spécificité. Oui, mais je pense que le téléspectateur, le pauvre, est largué. Parce qu'on le bombarde de programmes. Tout le monde met le paquet pendant le mois de Ramadan. Donc, du coup, il se met à zapper. C'est plus comme avant, tu vois. Il y a la philosophie de la lumière, les projecteurs. Il y a un peu de ça, mais franchement, je rencontre beaucoup de gens qui me disent on ne sait plus quoi suivre. Parce qu'il y a tellement... Nous, contrairement à d'autres chaînes, peut-être, on a l'avantage d'être sur YouTube, parce que notre chaîne a une chaîne donc, sur YouTube, donc toutes les émissions sont diffusées sur... Oui, les gens peuvent revoir. À tête reposée, même après le Ramadan, ils peuvent revoir voilà, les émissions. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Saha, je peux avoir, au moins avant de nous quitter, 1 ou 2 invités de ce que vous prévoyez, donc faire la première émission. Écoute, tu connais très bien le problème des invités parce que quand tu reçois des gens qui sont dans le domaine de l'art et tout, souvent ils se produisent pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un problème de disponibilité. Mais moi je me suis dit, comme c'est des qa'dat, ça peut être des collègues.
des collègues ou des confrères. Je sais pas. Toi, je te consacrerai tout un numéro. Tout un numéro. Oui, bien sûr, oui. Donc, ça peut être des collègues ou des confrères, pas forcément. C'est vrai que dans le milieu artistique, ça risque d'être un peu limite parce que soit ils animent des soirées, soit ils ne sont pas là. Oui, c'est ça. Donc, on n'aura pas. Moi, je me prends pas la tête. Si, pour le premier numéro, je pense avoir notre ami le docteur Benachnou, parce que c'est toujours utile de rappeler certaines précautions à prendre pour le jeûne pendant le mois de Ramadan. Et comme M. Benachnou est un très bon client, c'est quelqu'un qui peut te parler de tout et de n'importe quoi. Donc je pense avoir Dr Benachnou et puis une dame qui nous parlera pour le premier numéro, pour ce mardi, une dame qui nous parlera de cuisine, de pâtisserie pendant le mois de Ramadan. J'essaie de m'adapter à Ramadan. Très bien. Voilà. Merci. Et moi, ça sera le 4e numéro là. Toi la 6e semaine du mois de Ramadan. D'accord, on verra donc tout cela. Merci Halim d'avoir été parmi nous, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu nous fais de la promo, tu nous fais de la promo, donc merci à toi. C'est toujours bon à prendre. Merci, le bonjour à toute la famille. T'inquiète. Allez, quant à moi, on se retrouve, donc je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine à partir donc de samedi 14h pour un direct d'1 heure. Au revoir.